Salut, moi c'est Nico, et la chaîne c'est Positive Climb. Alors je suis ici parce que depuis tout petit je suis passionné d'aviation, d'histoire et d'actu, et alors je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que cette 50e édition du Temps des Hélices, ici à l'aérodrome de la Ferté-Alais pour lancer cette chaîne. Parce qu'ici depuis 1970 est organisée cette manifestation, qui est en 2 temps, avec un plateau statique le matin et 5 heures de show aérien l'après-midi. Donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller sur le statique, voir un petit peu ce qu'il y a de sympa, et puis en apprendre un petit peu plus sur certains appareils, leur histoire, leurs faits d'armes, et même où est-ce qu'on peut les voir dans la culture populaire. Alors ce qu'on peut voir ici c'est des North American T6 Texan, c'est des appareils d'entraînement pour les pilotes de chasse des pays alliés. Ils étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ici à la Ferté-Alais, ils sont présents parce qu'ils servent à réaliser le plateau de l'attaque de la base aérienne de Pearl Harbor, qui a eu lieu en 1941. Et donc c'est un spectacle avec pas mal d'avions en l'air, pas mal d'AT-6 justement, et notamment un petit peu de pyrotechnie, donc c'est toujours sympathique à voir. C'est un spectacle qui généralement est fait d'une manière annuelle. Alors ici on a un DC-3, et l'idée du DC-3 elle vient en 1934 avec United Airlines qui a une idée, c'est de mettre en place des couchettes sur les longs courriers qui sillonnent l'Amérique. Et donc ils font ça au début avec des Condor 32, qui sont très adaptés en termes d'espace mais surtout très dépassés en termes de performance. Chez American ils se rapprochent de Douglas et ils viennent leur dire vous avez un DC-2 qui a 14 sièges passagers, qui a des très bonnes performances, qui est top, mais nous on voudrait la même chose avec 14 couchettes. Et là, chez Douglas, ils reprennent un petit peu leur avion, ils font des calculs, des ajustements, et ils arrivent avec un appareil de 21 sièges, le fameux DC-3. Alors ce DC-3, il est animé par des moteurs de 1000 chevaux, et là, c'est banco, 2 ans plus tard, il y a une grande partie du trafic passager aérien des États-Unis qui est réalisé par des DC-3. À l'export, ça va être 30 compagnies qui l'utilisent, et en fait, le DC-3, ce qui est intéressant avec cet avion, c'est que c'est le premier avion de ligne qui est capable de rapporter à la fois des bénéfices aux constructeurs, aux compagnies, et sans aucune aide gouvernementale. Entre 40 et 47, l'appareil il va vraiment connaître sa gloire. Il y a plus de 13 000 exemplaires civils et militaires qui sont construits, dont près de 500 appareils sous licence au Japon, et 2000 en URSS sous le nom de Lizunov Li-2. Bon, c'est un avion qu'on va voir dans pas mal de films, récemment on l'a vu dans le James Bond Quantum of Solace, on le voit aussi dans la série Band of Brothers. Il y a sa version militaire, le C-47 Skytrain, qu'on voit aussi dans un certain nombre de films comme Un pont trop loin, on peut le voir aussi dans Monument Men. Là, on va parler un petit peu de Junker. Junker, faut savoir que dès 1919, ils font voler un prototype d'avion de ligne qui est le premier à être entièrement en métal. Et ce F-13, il est capable d'emporter 4 passagers et un équipage de 2 hommes. Ensuite, Junker, ils se rendent célèbres avec un énorme quadrimoteur, le G38, qui avait une envergure de 44 mètres et qui pesait 24 tonnes. Il a existé qu'en 2 exemplaires. Il fait notamment une apparition dans le film de Miyazaki, Le vent se lève. Et c'est un peu la 380 de l'époque, il y avait même des sièges dans les bords d'attaque des ailes. Et donc il y avait 34 passagers qui pouvaient monter à bord, 7 membres d'équipage, et ils pouvaient parcourir 3000 km. Alors devant nous, là c'est le Junker 52. À la base c'était un monomoteur, sauf qu'il y en a eu seulement 6 sous cette config, et ensuite ils sont passés à 3 Pratt & Whitney de 575 chevaux. C'était des moteurs qui étaient fabriqués sous licence. À l'intérieur, on peut embarquer 17 passagers, et il y a des compagnies du monde entier qui vont l'utiliser, et même la British Airways avant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, on compte 2500 exemplaires construits, et même la France, après la guerre, elle en construira plus de 400 sous licence. Au cinéma, le Junker 52, on peut le voir dans pas mal de films, notamment Valkyrie avec Tom Cruise. Alors là, on peut voir un Nord 1100 Nord Alpha, et c'est la version française du Messerschmitt 258 qui a été construite après la guerre par Nord Aviation. Là on peut voir le Fizzler FI 156 ou le Storch. C'est un avion qui est expert du vol lent, c'est un avion d'observation. Il y a le pilote qui est devant et l'observateur qui est à l'arrière.
C'est un appareil qui a pas mal de vertus. Il peut perdre de l'altitude sans gagner de vitesse, ou très peu. Bon, malheureusement pour lui, c'est une cible qui est assez facile pour les avions de combat ennemis. Par contre, pour faire de la reconnaissance et de l'observation, eh ben, il n'y a pas mieux à l'époque. C'est un avion qui peut quasiment s'arrêter en l'air pour peu qu'il y ait un peu de vent. Alors là, c'est les Druin D31 Turbulent. C'est une petite équipe qui est venue d'Angleterre et qui a fait le show ici à La Ferté. Et donc, c'est un petit avion qui a été à la base conçu pour être construit par des amateurs. C'est un avion de une place. Et l'idée avec cette petite équipe, c'est que ils réalisent des performances. Ils arrivent à éclater des ballons en vol. Ils passent à très basse altitude sous des filets et c'est assez sympathique de les voir. C'est peut-être de l'autre côté qu'il faudrait que je prenne. Alors là, ce qu'on voit là, c'est l'avion de voltige par excellence. Et la démonstration qui a eu lieu en vol, c'était celle de monsieur Florent Audon, qui est champion du monde Unlimited 2022 de voltige et qui fait partie de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Donc c'est un des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Ici, il y avait de présent un Pilatus PC-3 aussi. Alors ça, c'est un petit avion d'entraînement militaire qui est construit par Pilatus Aircraft. Il nous vient de Suisse. Et c'est un avion voilà, qui sert à la formation des pilotes militaires, qui sait faire de la voltige, du vol aux instruments et aussi du vol de nuit. Là aussi, on a un autre avion d'entraînement, le Socata TB30 Epsilon. C'est toujours pour de l'entraînement militaire. Alors lui, il est construit par les Français, c'est Socata qui fait ça. Petit 2 places, vitesse de 520 km/h, et une envergure de presque 8 mètres, pour une longueur de presque 8 mètres aussi. Ici alors c'est Cessna qui fait ça, c'est le Cessna 150. Là encore, avion pour de l'entraînement en vol, c'est un avion de tourisme, ça fait partie des avions les plus produits au monde, avec presque 24 000 exemplaires. Et donc ici, pour l'accompagner, on avait aussi le Cessna 305C. Comme des mignons, des gamins. Alors ce sont des grands professionnels. Dans les deux côtés, que ce soit Brunelière ou que ce soit Lurpillot, ils sont tous les deux commandants de bord. Anciens. Alors là, c'est le Piper Cub, ou le Piper J3. C'est un petit avion des années 30. Il est fabriqué lui aussi à des milliers d'exemplaires. Et ça fait partie de ces avions qui ont démocratisé l'aviation. Alors il y a un petit fait cocasse, cet avion-là, il a pas de volet. Alors le Morane Saulnier MS-317, c'est un avion qui est français, un avion d'entraînement.
Il est construit à partir de 1927. Il a été utilisé par les forces françaises, l'armée grecque ainsi que l'armée danoise. Alors là, c'est le Caudron C-270 Luciole. C'est un avion de tourisme qui sert aussi d'avion d'entraînement. Et puis, il sait aussi faire un petit peu de voltige. C'est un avion qui est produit en France par Caudron Renault. Et il date des années 1930. Alors, Stampede-Vertogen SV4, c'est un biplan d'entraînement. Il peut servir aussi à faire de la voltige aérienne. Il est construit à partir de 1937 et on l'a pas mal vu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion qui peut aller jusqu'à 230 km/h, il fait un peu plus de 8 mètres d'envergure, quasiment 7 mètres de longueur, et il a une masse maximale de 750 kg. D'ailleurs là il y en a un à vendre, pour ceux qui sont intéressés. Et il est très joli en jaune comme ça en plus. Là on a le Canary, c'est un biplan, 2 places, enfin biplace, d'entraînement, qui a été construit par la Naval Aircraft Factory à Philadelphie. A savoir, il y en a plus de 900 qui ont été produits à partir de 1935. Et le N3N, ça a été le dernier biplan en service dans les forces armées américaines, et le tout dernier, il a été retiré du service en 1961. Alors là, on va quitter les biplaces et les avions d'entraînement, et on va arriver sur le Stimson Reliant, qui est un avion de transport de passagers. Il a notamment été utilisé par l'US Air Force comme avion de transport militaire, ainsi que comme avion d'entraînement. Alors à vide, il fait déjà plus d'une tonne, il peut emporter 4 personnes, plus de 600 kg de charge utile, quasiment 13 mètres d'envergure et un peu plus de 8 mètres de long. C'est un avion qui est produit de 1933 à 1941. Alors ici on a un Bucker BU 131 Junkman, ça veut dire jeune homme. Là aussi c'est un biplan d'entraînement. Et donc ces appareils-là, ils ont été utilisés par la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
pour de la formation de pilotes. C'est un appareil qui a été utilisé par pas mal de pays, en plus du Reich. Il a été utilisé par l'Afrique du Sud, la Bulgarie, notamment le Japon, par la Roumanie, par l'Espagne, par la Finlande, par la Suisse, et bien d'autres pays. Alors le Murphy Renegade. Le Murphy Renegade, eh bien lui c'est un avion qui est canadien, qui est produit par Murphy Aircraft. L'idée c'est que cet appareil-là il puisse être construit par des particuliers, donc un appareil pas trop cher, en tout cas pour l'époque. Et comme c'est un avion qui peut être accessible par des particuliers, eh bien il était vendu soit en kit, soit directement sous forme de plan. Alors c'est un avion de chasse de la Première Guerre mondiale qui est construit par Anthony Fokker. Il a été utilisé par l'Allemagne de 1917 à 1918. Un avion qui est capable de voler pendant 1h30, capable de parcourir 300 km et de monter jusqu'à 6000 mètres d'altitude. C'est l'avion du baron rouge Manfred von Richthofen. Là on voit bien ces deux mitrailleuses fixes, 7,92 mm, 500 cartouches par mitrailleuse. Colibri, c'est français. Et c'est un avion qui sert pour l'entraînement principalement. Ici on a le Fokker D7. Là encore c'est un avion de chasse de la Première Guerre mondiale qui nous vient d'Allemagne.
Là, c'est le Bristol F2, qui est un chasseur biplace qui était aussi utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Ici, on avait aussi le Lockheed L-12 Electra Junior, un avion de transport léger qui était utilisé entre les deux guerres mondiales. Il a été produit par Lockheed. Et c'est un avion qui est intéressant parce qu'il a été utilisé par Sidney Cotton pour espionner et bien tout simplement les installations allemandes. Et donc il avait fixé des caméras qui étaient soit orientées directement en dessous, soit avec un angle, et qui permettaient bien, de prendre en photo un petit peu tout ce qui se passait en dessous. Ici c'est un North American T6 qui a été modifié en 0. Généralement c'est pour des besoins de film. Alors là, avec cette silhouette élancée, c'est bien évidemment le Spitfire, symbole de la résistance et de la ténacité britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, avion qui a joué un rôle crucial durant la bataille d'Angleterre, en repoussant les attaques aériennes allemandes et en protégeant le ciel britannique. Alors culture populaire, on va le retrouver dans une flopée de films sur la bataille d'Angleterre. C'est un avion qui a volé pour la première fois en 1936. Il a une forme d'aile elliptique, ce qui donne à l'avion une vitesse de pointe supérieure à la plupart des autres chasseurs de l'époque. Et le Spitfire, il a été constamment amélioré au cours de sa vie. Les versions initiales, elles étaient propulsées par du Rolls-Royce Merlin. Les versions ultérieures, elles ont utilisé des moteurs Griffon qui étaient beaucoup plus puissants. Et il y a plus de 20 000 Spitfire qui ont été construits. Là, c'est l'Yak 3. C'est un avion de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Un avion qui a été utilisé notamment par les forces françaises libres qui étaient en URSS et qui combattaient l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Ce qui a donné le régiment Normandie-Niemen. Alors contrairement à ce qui a marqué au sol, le P-40, c'est bien celui-ci, le Curtiss P-40 Warhawk, qui a été un avion de chasse emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Il a volé pour la première fois en 1938. Bon, là on a de la T6 aussi. De la T6 transformée en 0. Principalement pour des besoins de tournage, de film.
Et ici, on a un autre T6. Alors là, ce qu'on a, c'est le F4 Corsair, une des stars du Pacifique, un chasseur très performant, et le projet, en fait, il est assez simple. C'était à la base de mettre le plus de puissance dans un avion de chasse, ce qui a donné ce moteur de 18 cylindres en double étoile, et qui développe quasiment 2000 chevaux. Et l'hélice qui est devant, elle fait quasiment 4 mètres de diamètre. Au sol, l'avion il pèse plus de 3 tonnes, mais par contre une fois en vol il dépasse les 650 km/h, et on le reconnaît avec ses ailes en W ou alors en mouette inversée. Et cette forme d'aile, ça lui permet d'avoir une garde au sol hyper rapprochée, ce qui lui évite d'avoir des trains trop longs. Cet avion, il est fait en partie pour la Navy, et donc il est capable aussi d'apponter sur porte-avions. Alors ici on a le Puma, c'est un hélicoptère des années 60 qui est toujours en service dans les armées. Il y a eu plus de 1600 exemplaires qui ont été produits, et c'est réalisé par Sud Aviation. C'est exploité par plus de 36 pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, le Chili, l'Irak, le Maroc. Et côté culture populaire, c'est assez particulier parce qu'on va le retrouver dans Rambo 2 et 3, et il est maquillé en Mi-24 Inde. Alors on remarque que c'est pas un Inde, mais bon, il y a quand même un petit peu d'effort de fait. Et on termine les hélicoptères avec la Gazelle. Et ça maintenant c'est devenu une manière procédurale. On l'apprend. Non. Mais ouais, depuis ce qu'il a fait Maxime Blasco, maintenant nous on apprend. Comment fixer un mec sur un pilote. Et alors au cinéma, c'est là encore un petit peu particulier aussi. On va le retrouver dans un film américain, totalement maquillé en espèce d'hélicoptère high-tech. Et donc on se termine tout ça avec une des stars de la Ferté-Alais, le B-17 Flying Fortress, qui malheureusement est toujours en restauration et ne peut pas voler, mais peut-être un jour. Et voilà, en tout cas j'espère que cette première vidéo, elle vous aura plu, et puis on se dit à très bientôt.